Alors oui, super. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer tout de suite. Alors, je me présente brièvement. Je m'appelle Stéphanie Roels. Je suis coach de manager et dirigeant depuis une douzaine d'années. Je me suis spécialisée en confiance en soi, en affirmation personnelle et en leadership parce que ce sont des clés fondamentales pour nous épanouir personnellement, hein, pour instaurer également des relations humaines positives et constructives, et puis pour donner envie aux autres de nous suivre et de se dépasser. Ah, tout le monde n'a pas de son. Est-ce que l'essentiel des personnes, hop, je vais monter mon chat, nickel, nickel, nickel. Bon, alors dans ce cas, si les personnes qui n'ont pas de son, ça vient donc de leur côté. Donc je reprends. Euh, donc voilà, je me suis spécialisée donc en confiance en soi, en affirmation personnelle et leadership, parce que c'est vraiment des clés d'épanouissement personnel, et puis pour instaurer de bonnes relations et donner envie aux autres. Maintenant, au-delà de ça, certaines personnalités présentent un risque majeur de se comporter intentionnellement ou non de manière inadaptée. Donc, on parle de risques de harcèlement, risques psychosociaux, criminalité financière, transgression de règles, actes de malveillance, etc. Leur nombre est loin d'être négligeable parce que dans une étude de Fruit, Mill et Furnham de 2013 qui portait sur 11 862 managers, il a été identifié que 20 à 25% présentaient au moins un trouble de la personnalité. Euh, et 10 à 15% des managers présentaient deux troubles de la personnalité au plus. Hein, donc, les identifier, c'est donc fondamental dans les processus d'évaluation pour prévenir les risques, hein, en offrant à chacun un environnement de travail adapté à sa personnalité. Et puis, les identifier, c'est également fondamental en cas de conflit pour mieux comprendre ce qui s'y joue réellement et entreprendre ainsi une action efficace. Alors, je vous demande juste de nouveau de me confirmer que vous avez le son parce que je vois que deux personnes ne l'ont pas. Jean-Philippe et l'auteur, hein, je pense que c'est ma chère Anaïs que j'ai reconnue, et ben tout le monde là. Donc je suis désolée pour ces deux personnes. C'est bon pour moi, Virginie, ok pour moi. Ok. Bon bah super. Là, vous avez le son, donc je continue. Donc mon exposé va durer une vingtaine de minutes et ensuite, ah bah super, j'ai eu votre feedback, Anaïs. Donc pendant 20 minutes, je vais vous présenter mon exposé et pendant 20 minutes, je prendrai le temps de répondre à vos questions. Euh, donc sur ce thème, identifier et comprendre les personnalités à risque. Bien, on va commencer tout de suite, maintenant que c'est en place pour tout le monde. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la personnalité? Euh, une personnalité désigne un ensemble de caractéristiques, enfin un ensemble de caractéristiques psychologiques permanentes chez un individu. Donc, on parle de caractéristiques cognitives, émotionnelles, comportementales. Nous avons tous une personnalité unique. Il existe deux grandes approches de la personnalité. La première, c'est l'approche dimensionnelle, hein, c'est-à-dire l'approche des traits. On y fait référence quand on parle de traits de personnalité, hein, c'est-à-dire que la personnalité est le résultat formé par l'ensemble des traits, hein, et plus précisément par la force sur les traits. Donc, par exemple, je suis plus ou moins consciencieux, plus ou moins ouvert, plus ou moins extraverti, etc. Et tout ça forme ma personnalité, qui est totalement unique. Et puis, il y a une seconde approche qu'on appelle l'approche typologique de personnalité,
qui est issu de l'observation de corrélation entre les traits. Donc, il y a des ensembles de traits qu'on va retrouver fortement chez certaines personnes. Et donc, il y a des typologies de personnalités saines. Peut-être vous connaissez le ProcessCom, peut-être vous connaissez le MBTI, qui sont des approches typologiques de personnalité. Et puis, il existe des personnalités pathologiques. Alors, à partir de quand sommes-nous dans une personnalité pathologique? On va retenir deux critères. Le critère de la souffrance. Alors, mis à part pour un cas particulier que j'évoquerai tout à l'heure, quand quelqu'un a une personnalité pathologique, ça le fait souffrir lui-même et ça peut également faire souffrir son entourage. Donc, c'est la souffrance de la personne et ou de son entourage qui est un premier critère de pathologie. Le second critère de pathologie est la rigidité. C'est-à-dire que une personne qui a une personnalité pathologique s'adapte beaucoup moins aux circonstances de sa vie qu'une personnalité saine. Hein. Vous-même, vous pouvez être tout à fait différent lorsque vous faites une soirée festive avec vos amis. Que dans d'autres contextes de votre vie, lorsque vous faites une présentation à des collègues au travail, etc. Donc, une personnalité saine va manifester des comportements assez différents selon les contextes, car elle s'adapte. Et ce n'est pas le cas d'une personnalité pathologique, qui s'adapte extrêmement peu. Voilà. Donc, il existe une dizaine de personnalités pathologiques et il y a une graduation entre des cas légers et des cas graves. Alors, pour ma part, j'ai mené des recherches ces dernières années pour identifier les 5 personnalités pathologiques les plus à risque dans l'entreprise, parce qu'il y en a qui sont à risque hors de l'entreprise, mais on les verra pas forcément dans l'entreprise. Et donc, l'idée a été d'identifier ces personnalités et puis d'identifier les risques associés. Hein, donc, c'est bien le fruit de ces recherches que je partage avec vous aujourd'hui. Alors, les 5 personnalités, je devrais dire les plus à risque, hein, parce que bien sûr, on peut tous présenter des risques à certains moments, naturellement. Alors, je commence par le premier, que j'ai appelé le méfiant. Ça correspond au trouble de la personnalité paranoïaque. Alors, le méfiant. Distant au premier abord, on ressent d'emblée une tension dans la relation quand on est face au méfiant, hein, comme si on devait être à la hauteur. C'est une personne qui se tient sur ses gardes parce que le méfiant doute de la loyauté des autres et c'est quelqu'un qui s'attend à ce qu'on se serve de lui, qu'on lui nuise ou qu'on le trompe. Cela rend impossible l'établissement de relations réellement collaboratives. Secret et isolé, il se montre réticent à se confier et il cache ses sentiments de peur que l'on s'en serve contre lui. Il ne va donc pas chercher les conseils de ses collègues et montre un besoin excessif de tout faire par lui-même. Égocentrique, orgueilleux et rigide, il surestime ses capacités et se considère comme supérieur aux autres. Il ne se sent donc pas reconnu à sa juste valeur, il dénigre les autres et s'en plaint sans cesse. Sous stress, c'est quelqu'un qui va devenir très procédurier. Il va aller facilement avoir recours à des écrits longs et pompeux. Rigide, sa vérité est la vérité. Il est très susceptible, il n'accepte pas la critique et ne se remet pas en question sincèrement. Fausseté du jugement. Il imagine qu'on médit contre lui, que son territoire est convoité et menacé, et il interprète de façon erronée des événements anodins. Sa logique peut sembler implacable, mais en fait, à bien y regarder, elle n'est pas tout à fait rationnelle. Manipulateur, on est avec lui ou contre lui, et s'il juge un collaborateur déloyal, il va ressentir du mépris et de la colère à son encontre, et il cherchera à l'éliminer. Inconsciemment,
sa logique est de détruire avant d'être détruit. Jaloux, il se met en rivalité avec ses pairs et c'est quelqu'un qui va générer de perpétuels conflits. Alors, tac, j'ai pas, ah voilà, pardon, hop, on est bon. Alors, les principaux risques, une fois de plus, c'est des risques qui sont majeurs. Hein, voilà, ça ne veut pas dire que les personnalités saines peuvent également présenter des risques dans l'organisation. Mais ces personnalités-là présentent vraiment ces risques-là de façon beaucoup plus importante. Alors, donc cette personnalité paranoïaque, que j'ai appelé le méfiance, alors HN, ça signifie accès possible à des fonctions de haut niveau hiérarchique. C'est-à-dire que cette personne-là, vous pouvez la retrouver à tous les niveaux hiérarchiques de l'organisation. Alors, risque de harcèlement, risques psychosociaux, risque de mauvaises décisions. Hein, je rappelle, on peut tous prendre de mauvaises décisions naturellement, mais là, il y a une pathologie de l'interprétation quand même. Donc, le risque est très important. Actes de malveillance par vengeance et puis violence physique quand vraiment ils sont poussés à bout. Donc voilà notre cas numéro 1. Je poursuis. Nous allons maintenant parler du perfectionniste qui correspond au trouble de la personnalité obsessionnelle. Alors, le perfectionniste, c'est quelqu'un qui est extrêmement préoccupé par les détails, les règles, les inventaires, l'organisation et les plans. Il manque de hauteur. Hein. C'est quelqu'un qui va perdre de vue son objectif principal. Il peut véritablement se noyer dans des détails. Du coup, il aura du mal à achever un projet. C'est quelqu'un qui est excessivement dévoué au travail. Hein. Il peut s'y épuiser en cas de forte charge. Il lâche pas de prise. Hein. Lui, il ne lâche pas de prise. Il se montre consciencieux, scrupuleux et rigide sur les questions de la morale, de l'éthique, des valeurs et dans ses opinions. Donc, autoritaire, il se montre réticent à déléguer des tâches ou à travailler en équipe, à moins que les autres se soumettent exactement à sa manière de faire les choses. C'est quelqu'un qui est extrêmement vulnérable face à la critique de sa hiérarchie. Alors, hop, si j'appuie pas sur le bon bouton, voilà. Alors, le perfectionniste, c'est vraiment le moins dangereux de notre liste. Son danger, c'est surtout qu'il peut accéder à des très hauts niveaux de direction. Et donc, le danger est essentiellement sur l'autoritarisme et sur donc le climat social. Hein. C'est pas quelqu'un de malveillant, mais c'est quelqu'un qui peut être très anxiogène, très anxiogène pour ses collaborateurs, tellement il est rigide. Voilà. Et essentiellement, le risque se situe là sur cette personnalité. Donc, je poursuis. Alors, on va parler de celui que j'ai appelé le roi, qui correspond au trouble de la personnalité narcissique. Alors, mon roi, le roi a besoin d'être admiré. Hein, il fait preuve d'attitude. Ah oui, pardon, clac. Il fait preuve d'attitude et de comportement arrogant et hautain. Il a une confiance en lui-même qui est excessive, c'est-à-dire qu'elle est dysfonctionnelle. Alors, on pourrait dire beaucoup sur ce sujet. La confiance en soi, l'estime de soi, c'est pas forcément à placer sur un continuum entre bas, moyen, élevé, hein, sur une échelle. Il y a des types de confiance en soi qui sont élevés et saines, et puis là, on est sur une confiance en soi élevée dysfonctionnelle. Hein. Donc, la personne, elle a une représentation d'elle-même qui est très faussée. Elle est mégalomane, c'est quelqu'un qui surestime ses réalisations et ses capacités.
et qui s'attend à être reconnu comme supérieur aux autres sans pour autant avoir accompli quoi que ce soit en rapport, hein. C'est quelqu'un qui se croit spécial et unique et ne pouvant être compris que par des institutions ou des personnes de haut niveau. Il s'attend à ce que ses demandes soient automatiquement satisfaites et il s'attend également à bénéficier d'un traitement de faveur. Il utilise et manipule les autres pour parvenir à ses propres fins. C'est quelqu'un qui manque d'empathie. Dans certains cas, il n'en a pas du tout. Il n'est donc pas disposé à reconnaître et à prendre en compte les intérêts, les idées et les sentiments des autres. Il peut manifester de la frustration, de l'irritation et de la colère quand il n'obtient pas les privilèges auxquels il estime avoir droit. Donc, les risques avec cette personnalité, donc vous voyez, on peut le retrouver à tous les niveaux de la hiérarchie. Donc, ça potentialise évidemment le risque pour l'organisation. Criminalité financière, transgression des règles, normes et lois. Il est au-dessus des lois, au-dessus des règles, hein. Ça, c'est pour les autres. Mauvaise décision, hein, de par sa mégalomanie et son narcissisme, naturellement, puisqu'il se surestime. Acte de malveillance, par vengeance. Et puis, s'il peut mettre des pots de banane sous les pieds de ses rivaux, et ben, il le fera. Il n'aura aucun état d'âme, vu qu'il ne poursuit que ses propres intérêts dans l'organisation. Voilà pour ce personnage. Je poursuis. Nous allons maintenant parler du prédateur. Alors là, ça se complique. Vous avez plusieurs noms dans la littérature. Vous avez la personnalité psychopathique primaire. Vous avez d'autres noms. Je vais pas vous embrouiller avec ça. On va l'appeler le prédateur. Oui, alors j'ai mis un second mot scientifique si vous avez envie de faire des recherches, hein. On parle aussi de comorbidité narcissico-machiavélique. Les Américains parlent aussi de triade noire. Donc, triade entre narcissisme, machiavélisme et psychopathie. Donc, je ne rentre pas plus dans les mots psy. Le prédateur, c'est un séducteur. C'est quelqu'un qui est très volubile, qui est très habile socialement, qui est un fin manipulateur. Donc, vous aurez reconnu le narcissique, hein. C'est une personnalité narcissique où vous avez, en plus de tout ce que j'ai évoqué sur le personnage précédent, le machiavélisme, hein. Donc, ça fait qu'il est encore plus dangereux parce qu'il y a une dimension malveillante. Donc, c'est quelqu'un qui va exploiter les autres, et qui dispose de cette capacité à planifier froidement ses actions. Donc, il se croit au-dessus des lois et il transgresse les règles, comme le narcissique. Et c'est quelqu'un qui agit immoralement sans se poser de limites. Il est insensible et cynique. C'est quelqu'un qui se montre malveillant, voire pervers envers autrui, je le disais il y a un instant. C'est un menteur pathologique. Il est égocentrique et ne se remet pas en question. Il n'apprend pas de ses erreurs. Oui, tout ça dans une même personne. Oui, tout ça dans une même personne. Ah oui, c'est le plus dangereux, celui-ci. Et puis, il n'est pas dangereux que dans une équipe, il est dangereux vis-à-vis de tout le monde. Alors, avec lui, risque maximal. Donc, il peut être à tous les niveaux de la hiérarchie, harcèlement. En plus, il s'agit de harcèlement pervers avec une intention destructrice, donc c'est le harcèlement le plus destructeur qu'on puisse imaginer. Criminalité financière, transgression des règles, lois et normes, mauvaise décision, de par le côté narcissique. Alors la différence entre le roi et le prédateur, je vois qu'il y a une question de Xin. La différence, c'est la dimension machiavélique. C'est-à-dire qu'il y a une exploitation de l'autre qui n'est pas que pour servir ses intérêts, mais qui peut être aussi pour nuire à l'autre. Il y a quand même une dimension perverse. Et puis, il est encore plus dangereux du coup de ce point de vue-là.
acte de malveillance et puis violence physique, non, c'est pas le risque. Et notre petit dernier, l'impulsif. Donc, on est sur la personnalité psychopathique secondaire. Pareil, il y a d'autres mots selon d'autres approches de psychologie, mais je vais pas vous enquiquiner avec ça. Oui, bah si, je vous ai enquiquiné avec ça parce que je vous l'ai mis. Comorbidité, limite antisociale. Bon, alors, une fois qu'on a dit ça, l'impulsif, la personnalité que j'ai appelée l'impulsif, c'est que contrairement à celui d'avant, qui est une forme de psychopathie, c'est quelqu'un qui n'est pas détaché émotionnellement. C'est pas quelqu'un de froid. C'est quelqu'un qui est plutôt habité par l'anxiété, la dépression, qui est fragile émotionnellement et qui souffre au fond d'une faible estime de soi. Alors qu'il peut montrer beaucoup d'arrogance, beaucoup de condescendance, beaucoup d'insolence. Au fond, il a une faible estime de soi. C'est un anticonformiste qui a des difficultés donc à se conformer aux normes sociales. Il joue selon ses propres règles. Donc, il est au-dessus des lois, mais parce qu'il y a aussi cette forte impulsivité. Hein, il est beaucoup plus focalisé sur ce qu'il veut obtenir que sur les risques qu'il prend pour cela. Hein, donc, il est téméraire. Il aime prendre des risques et voir jusqu'où on peut pousser les limites. C'est quelqu'un qui ne tolère pas la frustration, donc il peut se montrer impulsif et violent. Charmeur et manipulateur, rusé et dissimulateur, il exploite les autres sans scrupule. Voilà. Donc avec lui, vous voyez de ma sélection, je l'ai mis parce qu'il est quand même très dangereux. Mais celui-ci n'accédera pas à des fonctions de haut niveau hiérarchique parce que justement il est très voyant. On peut pas, on sait c'est évident qu'il a un trouble de la personnalité, donc il n'évolue pas. Donc on a des risques psychosociaux, criminalité financière, transgression des règles, mauvaise décision, acte de malveillance. Et avec lui, on a aussi le risque de passage à l'acte physique, qui est très important, hein, pour le coup. C'est un bagarreur. Hein. Il peut vous renverser la table, jeter une chaise par la fenêtre, etc., etc. Mettre des coups de poing dans les murs, enfin bref. Alors, voilà pour ces personnalités à risque. Alors, juste avant de passer à vos questions, je vous informe rapidement que nous pouvons mettre en place un coaching bref de déblocage, hein, ce que j'ai appelé un coaching de déblocage. C'est un coaching très bref en individuel de 4 séances de 2 heures qui sont réparties tous les 15 jours. Je peux également vous aider à identifier les personnalités les plus à risque dans le cadre de vos process de sélection et d'évaluation. Et je propose une conférence d'information et de sensibilisation qui s'appelle RH et dirigeants, identifier et manager les 2 personnalités les plus à risque avec des conseils pratiques pour gérer ces personnalités dans l'entreprise. Donc, si vous souhaitez avoir davantage d'informations, je vous invite à m'adresser un mail, au mail qui s'affiche, hein, contact@elysée-coaching.fr. Et juste avant de passer aux questions, je vous informe que mon prochain webinar, vous pouvez vous y inscrire dès à présent, aura lieu le 18 novembre à 11h30 et le thème sera gérer les personnalités à risque. Donc, on reviendra sur ces profils-là et j'irai bien davantage sur des conseils concrets pour gérer, entre guillemets, hein, naturellement, pour en tout cas faire face à ces personnalités-là au quotidien. Voilà, je suis à vous et je vais donc répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas donc à utiliser le chat. Je vois que ça y est, certains écrivent. Alors, quelle est la différence? Alors, pardonnez-moi parce que je vais vous appeler avec les noms qui s'affichent. Parfois, c'est votre nom de famille. Pourquoi reste, je ne comprends pas votre question, PNL ou AT. Donc, j'ai bien compris programmation neurolinguistique ou analyse transactionnelle, mais je ne comprends pas quelle est votre question. Je vous propose de me la préciser. Donc, je vais avoir d'autres questions qui arrivent. Alors, quelle est la méthode la plus efficace?
vous aurez des petites clés dans l'un et dans l'autre. Peut-être en analyse transactionnelle, faites-vous référence au jeu psychologique, mais là, on n'est pas dans des relations. C'est compliqué, si vous voulez. C'est les outils qui sont fournis par l'AT seront plus indiqués pour des personnalités dites normales. Je pense qu'il faudra pas forcément aller spécifiquement rechercher de ce côté-là en fait. Voilà. Il faut s'équiper d'autres connaissances et d'autres compétences que les approches classiques pour faire face à ces personnalités. Alors, je vais essayer de monter le chat comme ça, je vais pouvoir voir toutes vos questions. Ok, donc autre question. Peut-il varier ou changer le type de comportement de personnalité au fur et à mesure que l'on côtoie celle-ci? Non. La personne, elle a une personnalité qui est en plus assez rigide, donc relativement prévisible, et qui s'adapte peu et qui ne change pas dans le temps. Ça fait partie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de personnalité et pas de maladie mentale, parce que dans le concept de maladie, vous avez une évolution, et dans le concept de personnalité, vous avez une stabilité. Et la personne ne change pas. En revanche, vous en avez vu que la majorité des profils que je vous ai présentés aujourd'hui, la majorité avait une dimension manipulatrice, d'accord? Donc, par exemple, si on voit le narcissique ou le prédateur, enfin donc le roi et le prédateur, c'est des gens qui vont se comporter d'une certaine façon avec certaines personnes de l'organisation. Ils peuvent se comporter tout à fait différemment avec d'autres personnes de l'organisation. Ce n'est pas une capacité d'adaptation au sens propre tel que vous pouvez l'exprimer, mais c'est parce que ce sont des manipulateurs. Par contre, après, votre question, elle est un peu générique et je peux pas vous en dire tellement plus. En tout cas, la personne, elle va pas devenir saine à votre contact si c'est votre question. Voilà. Après, si vous voulez plus d'infos et de conseils spécifiques par rapport à votre cas, je voulais pas préciser, mais en haut, vous avez un bouton rouge pour prendre rendez-vous avec moi où j'ai mis mes prochains créneaux cette semaine et vous pouvez réserver un créneau d'une demi-heure qui est gratuit, totalement gratuit, et je pourrais entendre votre problème plus spécifique et puis vous donner, si c'est possible, des premiers conseils concrets par rapport à votre situation personnelle. Alors, Céline, y a-t-il des degrés dans l'identification de ces différentes personnalités? Tout à fait. Il y a des petits prédateurs et puis des bons gros cas bien pathologiques. On en a dans l'actualité régulièrement. Oui, tout à fait, il y a des degrés. Alors évidemment, plus la pathologie est lourde, plus les risques sont importants. Alors, on parle parfois de pervers narcissique. Est-ce que c'est le prédateur? Oui, tout à fait, Jean-Philippe. Je ne parle pas de pervers narcissique, je vais vous expliquer pourquoi. C'est un terme qui est beaucoup utilisé en France et presque que en France ainsi qu'en Amérique du Sud, qui sont des endroits où la psychanalyse a encore une belle renommée. Et en fait, c'est un terme psychanalytique. Et derrière, il y a très peu d'études. Alors, il y a l'université parisienne qui font des recherches sur la perversion narcissique, mais il y a assez peu d'études finalement. Alors que sur la psychopathie primaire et sur il y en a énormément, mais vraiment énormément, et depuis très longtemps. Donc, mais effectivement, si on superpose la description de ces profils, on parle bien du même profil, tout à fait. Alors, Elisabeth, les statistiques que vous avez données en début s'appliquent pour ces 5 cas. Et seulement ces 5 cas, pouvez-vous rappeler les chiffres? Merci. Alors, les statistiques que je vous ai données ne s'appliquent pas que pour ces 5 cas. Il y a une dizaine de personnalités pathologiques. Les statistiques que je vous ai données sont les suivantes. On a 20 à 25% des managers qui présentent au moins un trouble de la personnalité et 10 à 15% de ou plus. C'est-à-dire qu'en plus, vous voyez sur les profils que je vous ai présentés, eh bien, on peut avoir 2 profils. C'est ce qu'on appelle une comorbidité. On peut être et paranoïaque, donc et le méfiant et le prédateur en même temps. Donc voilà pour les chiffres. Et votre question, non, c'est pas que ces 5 cas, parce qu'il y a aussi d'autres troubles de la personnalité que je n'ai pas évoqués aujourd'hui, parce que ils ne présentent pas des risques majeurs pour l'organisation.
Merci pour votre merci. Alors, avez-vous des solutions pour manager ou apprendre à travailler avec ces personnalités, notamment les prédateurs? Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs vraiment l'objet du prochain webinaire qui aura lieu le 18 novembre. Après, si vous êtes en proie avec ce type de personnalité, ben, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Voilà. Alors, quelles sont les différences principales entre le méfiant et le prédateur? J'ai du mal à classer un collègue dans l'une de ces deux personnalités. Le méfiant, c'est quelqu'un, alors je vais vous dire une différence qui est majeure. Le méfiant, c'est quelqu'un qui vit dans la peur. Il est sur la défensive. Il n'a aucun sens de l'écoute. Il n'a pas de charme, il a peu d'humour. Alors que le prédateur est quelqu'un qui est très peu, voire pas du tout, sujet au stress. Il est relax, il est plutôt charmant, il peut avoir de l'humour. Voilà, ça en tout cas, ça permet bien de les distinguer. Alors, oui, une exception. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, toutes ces personnes que je viens de vous décrire, ces personnalités sont en souffrance elles-mêmes. Le seul qui ne, enfin, le seul. Le narcissique, en fait, il y en a deux finalement, le narcissique et le prédateur. Donc, le roi et le prédateur, eux, ne souffrent pas de leur pathologie. Ils font souffrir les autres, mais ils ne souffrent pas de leur pathologie. Alors que les autres profils, toutes les autres personnalités pathologiques souffrent elles-mêmes de leur pathologie. Voilà. Tac, tac. Quel livre référence nous conseillez-vous pour un premier vernis avant un coaching? Bah, en fait, si je vous propose ce webinaire, c'est que j'ai pas trouvé justement d'ouvrage qui abordait la question sous cet angle. En fait, vous avez des ouvrages qui vont vous présenter comment faire face aux personnalités dites difficiles. Vous en avez un de Christophe André qui s'appelle Comment gérer les personnalités difficiles, mais certains sont plus ou moins adaptés à la vraie vie dans l'entreprise. Bon, ça reste un très bon ouvrage, bien sûr, mais vous voyez, moi, mon angle est différent. C'est-à-dire que j'ai envie de vous sensibiliser aux risques que ces personnalités font courir aux personnes et à l'organisation. Je précise mon intention. Mon intention, c'est bien d'être dans un état d'esprit gagnant-gagnant pour que ces personnes soient orientées sur des fonctions dans lesquelles elles auront un minimum de pouvoir de nuisance et manager de façon à pas attiser les risques. Et là-dessus, je ne connais pas d'ouvrage. Et c'est vraiment pour cette raison que j'ai souhaité mener ces recherches. Voilà, j'espère que je vous aurai renseigné. Alors, hop, j'ai un espace de chat qui est petit. Ah, mais je peux l'augmenter. Donc, est-ce que la concentration des gens présentant des troubles est plus importante dans le management que dans le reste de la population? Si oui, pourquoi? En fait, moi, je me suis focalisée sur les personnalités à risque. Ce qui est certain, c'est que dans les profils que je vous ai présentés, je vais reprendre. En fait, la majorité sont des profils où il y a une dimension narcissique. Et à partir de ce moment-là, oui, ils sont plus présents en haut niveau de la hiérarchie qu'en bas niveau de la hiérarchie. Je vais vous donner un exemple de stat. Par exemple, pour le prédateur, il y a une étude qui a montré, donc cette personnalité psychopathique primaire, une étude qui a montré que ça correspondait à 4% des cadres, 20% des dirigeants, et une étude dont je n'ai jamais retrouvé la source, mais bon, je partage avec vous, mais j'ai pas pu moi-même consulter l'étude puisque j'ai jamais retrouvé la source, évoquait 60% des DG. Donc, effectivement, après, je pense que ça sera vrai pour le méfiant, ça sera vrai pour le roi, ça sera vrai pour le prédateur. Ça sera beaucoup moins vrai pour le perfectionniste et du coup, pas du tout pour l'impulsif.
Voilà, donc votre question, c'est est-ce que c'est plus important chez le manager? Oui, pour un certain nombre de problèmes, de pathologies, je viens de les évoquer. Si oui, pourquoi? Ben pourquoi? Ben, c'est le narcissisme sous-jacent. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont beaucoup plus se projeter sur des fonctions de haut niveau parce qu'elles s'en croient capables et qu'elles s'en croient légitimes, ce qui n'est pas le cas des personnes qui sont un petit peu plus objectives sur leurs compétences. En plus, c'est des manipulateurs. Donc, enfin, pas tous, mais le méfiant est un manipulateur, le roi est un manipulateur, le prédateur est un manipulateur. Donc, forcément, ça aide. Alors, autre question. J'ai l'impression que beaucoup de managers ont au moins une de ces caractéristiques. N'est-ce pas une volonté des recruteurs d'avoir certains niveaux de l'organisation et certains types de personnalités? Bah, j'espère pas. Euh, En fait, si vous voulez, le problème que vous soulevez, c'est qu'il y a une confusion. Vous avez des profils qui peuvent être très charismatiques. Le méfiant peut être très charismatique, le roi peut être très charismatique, le prédateur peut être très charismatique, le perfectionniste il est nickel, il est à l'heure, son CV il est nickel, sa lettre elle est nickel. Voilà. Donc vous avez des gens qui peuvent intimider et on peut leur attribuer de façon erronée des qualités de leadership. Mais le problème vient davantage du fait que les recruteurs confondent parfois le charisme et le leadership. Parce qu'on peut dégager beaucoup de charisme, être envoûtant, être intimidant. Pour autant, ça ne veut absolument pas dire qu'on a suscité le désir et l'envie de travailler pour cette personne-là, qu'on va être capable de séduire, d'inspirer. Je pense que le problème vient essentiellement de cette confusion. Voilà, voilà. J'ai lu le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Moi, je l'ai lu aussi et j'ai pas tellement accroché, mais merci pour ce partage. Alors, reste, j'ai pas répondu à votre question. Intéressant, mais pas suffisant. Eh ben, n'hésitez pas à me reposer une question. Si je n'ai pas été suffisamment exhaustive, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'ai lu Manipuler avec intégrité, vieil ouvrage mais lumineux. Merci pour ce partage. Après, moi, les conseils que je donne, c'est pas comment on manipule les manipulateurs, mais c'est plutôt comment soi-même on va se protéger, comment on va éviter, comment on va déjouer les manipulations, etc. Euh, alors, autre question de Diana. Lors de vos coachings, révélez-vous que leur personnalité et pouvez-vous les changer? Les RH peuvent-elles intervenir? Alors, il y a plusieurs questions. Est-ce que je révèle leur personnalité? Déjà, je vais vous dire, les personnes très narcissiques ne sont pas en demande de coaching. Hein, donc, le méfiant n'est pas en demande de coaching. Le roi, le prédateur ne sont jamais en demande de coaching. Ou rarement. Enfin, j'ai eu un cas, mais si vous voulez, en général, quand ils viennent en coaching, c'est que les personnes, enfin, j'ai eu quelques rares cas, soit vous avez le roi ou prédateur qui viennent étoffer encore davantage leur panel de savoir-faire en manipulation pour accéder aux fonctions qu'ils convoitent. Donc, on n'est pas dans une demande de coaching tout à fait intègre, éthique. Et puis, le méfiant, ben, il a tellement de mal à faire confiance à son coach que même son coach, il est assez peu à l'écoute et puis il se demande dans quelle mesure on ne peut pas le manipuler et puis de toute façon, il n'arrive pas à se mettre il demande vraiment sincèrement. Donc, voilà, c'est très rare d'avoir ces personnes-là, en tout cas, en coaching. Ceux que je viens d'évoquer, en tout cas, quand on les a, ils ne vont pas eux-mêmes se remettre en question, mais ils veulent peut-être acquérir des savoir-faire pour encore plus obtenir ce qu'ils veulent. Bon, alors voilà pour la première partie de réponse. Mais généralement, même un perfectionniste, il aura du mal à arriver en coaching. Alors, après, j'ai des gens qui sont, on l'a vu, j'ai des deux. Hein, on a vu, on
des degrés. Donc, j'ai quand même eu des petits méfiants, des petits perfectionnistes, des petits, enfin, pas petits, je réduis pas la personne, mais enfin, des cas pas très, très lourds. Alors, par exemple, en ce moment, j'ai une personne, c'est un petit roi. Alors, il n'est pas totalement dénué d'empathie, mais enfin, il est quand même très mégalomane. Et du coup, je lui ai passé deux inventaires de personnalité, je voulais présenter. Mais alors, je ne vais pas donner les noms de psychologie de psychiatrie parce que je n'ai pas la légitimité. Un peu violent. En revanche, je lui ai dit voilà les risques que peut présenter votre personnalité. Et effectivement, elle était assez. Après, est-ce que c'est un problème pour elle? C'est une autre question. Je peux les changer de nom. Hein. Une fois de plus, vous avez quelqu'un qui est dans la pathologie, plus sa personnalité est rigidifiée, moins le coach a d'influence. Le coach, le formateur, tout ce que vous voulez, le manager, le RH, les collègues, etc. Alors ça, c'est important de l'avoir en tête. Les RH peuvent-elles intervenir? Elles peuvent intervenir, oui, mais votre intervention ne pourra pas modifier, rendre plus saine la personnalité parce que ça se passe pas comme ça. Voilà, c'est pas, je vais pas rentrer davantage dans le détail, mais non, ça, ce n'est pas possible. Alors, j'espère que j'ai répondu à votre question. Voilà, je suis manager, j'espère échapper à cette règle. C'est pas une règle, hein, ce sont des statistiques. J'ai une voix de robot, ah mince. Je vous assure que dans la vraie vie, j'ai une voix tout à fait normale. Mais effectivement, j'imagine que ça peut un peu faire peur comme ça. Ah, on m'entend plus. On m'entend plus. Je vais essayer de couper et de réactiver mon micro. Hop. Alors, j'ai coupé, j'ai réactivé. Est-ce que vous m'entendez mieux? Alors, hop, vous avez un problème de micro. Peut-être que je me suis éloignée du micro. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Attention, problème de micro. Est-ce que j'ai pas mis un papier? Et là, est-ce que vous m'entendez mieux? Je n'entends plus rien. Génial. Vous m'entendez plus du tout. Ok. Alors, attendez, je vais essayer de mettre un casque. Je vais essayer de mettre mon casque. Peut-être que ça marchera mieux. Alors, je vais mettre un casque. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Alors, est-ce que vous m'entendez mieux? Non, 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 vous m'entendez pas mieux. Ça grésille. D'accord. Alors, hop. Non, vous ne m'entendez pas mieux. Ça grésille encore. Et avant, il y avait en plus des coupures. Génial. Alors, je vais enlever ça. Mais je suis désolée, je ne sais pas d'où ça vient. De toute façon, nous sommes à la fin du webinaire. Normalement, il me reste une minute. Alors, s'il y a encore une question, et pour les courageux, je vais y répondre. Parce que là, je ne vois vraiment pas d'où ça peut venir de mon côté. Même si c'est forcément de mon côté. Alors, j'avais une question. Bon. Ça grésille, ça grésille. Il y a de l'espoir dans ces personnalités. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Le perfectionniste, comme il souffre, il peut avoir des marges de progrès en travaillant sur le lâcher prise. Et puis l'impulsif, comme ce sont des gens qui souffrent, eh bien c'est pareil. Les gens qui souffrent, ils ont davantage envie de s'en sortir. Il peut y avoir des marges et puis ils sont capables de se remettre en question surtout. Donc il peut y avoir des marges de progrès. Le pronostic est beaucoup plus pessimiste concernant les autres. Mais ce sera accompagné par des psychologues ou des psychiatres
tout à fait spécialisé, tout à fait averti sur ces personnalités. Et ça, c'est encore un autre sujet. Alors non, je ne vous partagerai pas ma présentation. J'en suis désolée, mais vous avez un article que j'ai publié dans mon espace LinkedIn qui reprend tous ces éléments de façon synthétique, qui peut faire l'objet d'une fiche. Je vous remercie pour votre participation très active. J'espère que vous m'entendez mieux. Et puis, j'espère échanger avec vous cette semaine sur vos cas particuliers. En tout cas, je me ferai un plaisir de vous renseigner. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de Campus à mon prochain webinaire du 18 novembre et donc qui portera sur vraiment des conseils concrets adaptés à chacun de ces personnalités, à chacune de ces personnalités. Voilà. Merci à tous pour votre intérêt. Et puis, je vous dis à très vite alors. Au revoir.